l'augmentation du shunt intrapulmonaire par rapport aux animaux traités par la ventilation mécanique traditionnelle avec un volume courant de 6. Ces animaux avaient presque une valeur normale de shunt, alors que les autres n'avaient pas réellement réduit leur volume de shunt intrapulmonaire. Donc, nous considérons que dans cette optique, nous avions plusieurs problèmes. Nous devions comprendre qu'il n'y avait pas d'amélioration dans les niveaux de gaz et il y avait des différences au niveau des lésions. Mais la ventilation avec un volume courant inférieur à 6 millilitres par kilo par rapport au poids se traduisait à l'évidence par un dérecrutement par rapport à l'utilisation du lavage pulmonaire avec un PEP modéré de 5 cm d'eau. Donc je pense que notre modèle animal n'était pas assez performant. Il n'était pas suffisamment proche du cadre clinique pour permettre de démontrer l'impact favorable lorsque nous baissons notre volume courant en ce qui concerne le poids corporel. Ensuite, dans la même année, il y a une étude très intéressante qui a été publiée selon laquelle la valeur de 6 millilitres par kilo et la pression de plateau inférieure à 30 cm d'eau devrait être appliquée de manière individuelle. C'est-à-dire que nous ne pensons pas à l'inverse de Daniel que on peut appliquer les mêmes valeurs à tous les malades. Et ils ont dit, bien, il y a peut-être des patients qui vont faire montrer une surdistension si j'utilise le volume courant faible de 6 millilitres par kilo et si je maintiens ma pression plateau à moins de 30 cm d'eau. Donc pour cette étude, vous avez donc une illustration, ils ont utilisé des scans CT avec l'inspiration, l'expiration finale, et on voit où cette surdistension se dirige, vers quelle partie du poumon. Et vous avez donc le histogramme utilisé, et il montre clairement que cela va vers les unités entre moins 500 et moins 900 de valeur. Et on voit que ce n'est pas la bonne façon de ventiler un patient puisque l'oxygène va dans l'autre cas. Clairement, il y avait un SDRA plus aigu au niveau de l'aspiration finale et la première. Nous avons des volumes. Dans ce cas plus aigu, l'inflation va dans les parties du poumon qui sont déjà en surdistension et le volume courant se solde par des lésions chez le patient. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont analysé 30 patients atteints de SDRA pendant l'expiration et l'inspiration et ils ont établi que chez 20 patients, chez les 2 tiers des patients, ce mode de ventilation était efficace. L'inflation allait pour 70% vers les parties normales du poumon et seulement à hauteur de 8% dans les parties déjà en surdistension. Toutefois, dans un tiers de nos patients, c'est énorme, un tiers des patients, le volume courant de 6 millilitres se faisait qu'il y avait seulement une petite partie la partie normale du poumon qui était atteinte et la majeure partie, c'était les parties anormales. Donc, quels sont les facteurs? On ne pouvait pas établir clairement les valeurs pour le PaO2, FiO2, les valeurs variées. On peut dire que la sous-population moins protégée était celle qui avait les lésions les plus importantes et la pression de plateau était clairement augmentée chez la population surprotégée par rapport à la sous-population moins protégée où la pression de plateau était environ 29 et en raison de ces cas aigus, ils ont utilisé un PEP plus élevé par la population la moins protégée et ils ont montré qu'il y avait
une tendance vers une plus haute mortalité dans la sous-population moins protégée. Et en conséquence, cette deuxième étude a montré, donc il y avait 32 patients avec atteint de SDR1 et la plupart, les 2 tiers de ces patients montraient une pression plateau de 25 à 28 et ces patients ont été traités par la méthode classique. Mais environ 10 patients ont montré une pression de plateau entre 28 et inférieure à 30 et c'était donc les patients qui devraient être traités d'une manière plus protective. Et dans ce groupe de patients, ils ont essayé d'atteindre une pression plateau de 25 à 28 et ils ont utilisé le dispositif extracorporel de CO2 et cela se seul par un flux de 300 à 400 ml et ils ont ainsi essayé de ventiler ces patients de manière plus protégée. Et ils ont pu établir que les patients bien protégés, bien ventilés, cette population-là, montrait que la surdistension concernait 72% dans les parties normales du poumon et seulement pour une petite partie, 3,9%, dans la partie déjà en surdistension. Au bout de 72 heures, on a même eu une amélioration dans cette catégorie de la population qui était bien protégée. Dans l'autre groupe, la catégorie moins protégée, les volumes courants avant le départ, l'inflation atteignait seulement, la surdistension atteignait seulement 40%, mais dans 20% des cas, elle atteignait directement les parties déjà en surdistension. Et on a pu améliorer ce ratio de manière importante dans les 72 heures suivantes. Donc, ils ont utilisé un faible débit sanguin pour éliminer le CO2. Ils ont eu seulement quelques complications pendant l'assistance apportée. Ils ont montré aussi que sous 72 heures, la réaction inflammatoire qui était élevée, très élevée au début de l'étude, dans le groupe le moins protégé, a été réduite à des valeurs presque normales. Et c'était vrai pour IL-6 et pour IL-8. Donc, Gattinoni, il y a 2 ans, a dit que dans le cadre des stratégies protectives, nous devons appliquer des approches où nous évaluons la pression et les volumes pulmonaires. Et il est possible que dans un avenir proche, le CMO pourrait être appliqué dès le départ et non en dernier recours. Nous avons déjà entendu qu'il semble qu'également il y a eu deux études qui ont réexaminé le HFOV et ils ont conclu que cela ne permet pas d'avoir une stratégie très protective. Slutsky, il y a quelques années, a montré un slide intéressant dans le journal de médecine et il a déclaré que si nous créons donc des lésions, si nous utilisons une ventilation faible, cela réduira l'œdème pulmonaire. Et Slutsky et Agnelli ont démontré dans une revue il y a quelques mois, le New England Journal, que une fois encore, si on ventile un patient avec un volume pulmonaire trop faible, cela causera l'hétérogénéité des poumons. Cela peut se traduire avec un haut volume, cela peut créer une surdistension. Et si nous avons une surdistension ou une actylésasis, cela
aura des conséquences structurelles avec des œdèmes, avec une perméabilité accrue, avec des dysfonctionnements. Donc il estime qu'afin d'éviter ces anomalies physiologiques avec leur impact systémique qui vont se traduire par des fonctionnements des organes à tous les niveaux, il faut appliquer une stratégie de protection, surprotection de ventilation. Il explique comment le volume pulmonaire et la pression transpulmonaire sont étroitement liés. Il apporte des explications, encore une fois, pour les pressions que nous avons dans notre poumon lorsque nous respirons de manière spontanée. Et clairement, lorsque nous respirons de manière spontanée, la PALV est de 0 et le PPL est de moins 8 lorsque nous inspirons. Donc la pression transpulmonaire est de 8 cm d'eau. Si nous ventilons un patient normal, non affecté par, ne souffrant pas de SDRA, la pression pulmonaire, la pression alvéolaire est de 9 cm d'eau et la pression de la plèvre pleurale est de 1 cm avec la même pression transpulmonaire. Si un patient a une paroi thoracique rigide et il est en ventilation mécanique, on aura une PALV élevée, mais nous aurons également un PPL élevé. Et cela se solde par... Si nous avons un joueur de trompette qui joue une note, alors à ce moment-là, nous aurons une pression alvéolaire très élevée de 150 cm3, mais en même temps une pression pleurale de 140 cm. Et la pression transpulmonaire reste la même. En revanche, si nous avons un patient souffrant de SDRA et s'il respire de manière spontanée, à ce moment-là, il aura une pression pleurale négative. La pression alvéolaire, en raison de la ventilation mécanique, sera positive. Et à ce moment-là, nous avons une pression transpulmonaire élevée, ce qui créera des lésions chez le patient. Donc, voici la raison pour laquelle cette étude de Papassian, il a utilisé les bloqueurs neuromusculaires et il a pu démontrer qu'il y avait une tendance vers une survie accrue, chance de survie accrue à horizon 90 jours, en analysant notamment le groupe de patients pour les 28 premiers jours. Il pouvait établir un effet positif par rapport au nombre de journées sans ventilation et analyser la survie à 90 jours. Il y avait donc une tendance en faveur d'une survie accrue, mais si on analyse le sous-groupe avec un PA2 de moins 120, là, clairement, il y a eu un impact positif et il s'agit là des patients qui souffrent de lésions importantes en raison de leur maladie et là aussi, nous devons avoir une approche individuelle du patient. Donc, je ne pense pas que nous avons utilisé les bloqueurs neuromusculaires chez tous les patients, mais nous avons fait cela de manière sélective. Alors, est-ce qu'il serait utile d'utiliser le patient normal avec un ratio de PA-FiO de moins de 200? Cette étude a été faite en Allemagne par mon collègue Thomas Bein. C'était une étude multicentre. Nous y avons participé et nous avons inclus seulement 79 patients dans l'étude. Nous avons eu différents patients pour inclure les patients car nous voulions utiliser l'assistance pulmonaire extracorporelle dès le départ du traitement et beaucoup de patients ont été
dépistés pendant... certains ne répondaient plus aux critères d'inclusion. Nous avons observé des améliorations au bout de quelques heures et certains des patients ont au contraire affiché une dégradation de leur état et 4 patients ont dû être exclus en raison de leur décès et 5 patients, nous n'avons pas pu obtenir leur consentement. Donc, 79 patients ont été randomisés et 40 patients ont reçu un volume courant de 3 millilitres avec un PEP selon le tableau du réseau ARDS. Et dans l'autre groupe, c'était presque la même chose, mais le volume courant était 6,5 et ce groupe a utilisé une extraction extracorporelle. Nous n'avons pas établi de différence en termes de mortalité, ni de différence dans le nombre de jours de mécanisation mécanique et de séjour dans la réanimation. Donc, ce qui nous semble, c'est que nous ne devons pas utiliser cette approche dans les cas modérés, de SDR1 modéré. Mais dans une population vieillissante, elle a souffert davantage de la maladie avec un ratio PF inférieur à 150 mg de mercure et nous avons établi un impact important du faible volume courant de 3 ml associé avec une extraction extracorporelle de CO2 en sus de l'approche conventionnelle. Donc, c'est peut-être quelque chose que nous pourrons évaluer ultérieurement, mais à ce stade, nous devons individualiser notre approche et nous devons procéder à des études individualisées afin d'établir la meilleure façon de traiter le patient. Donc, en résumé, je crois que la ventilation protective est obligatoire chez tout patient. C'est vrai, chacun doit démarrer avec une ventilation protective. Je ne suis pas convaincu que chaque patient bénéficiera de cela, mais je ne pense pas que nous fassions de mal aux patients en utilisant 6 millilitres ou dans le départ ou dans le début d'un traitement en réanimation où le patient est sous ventilation pendant encore 2 ou 3 heures. Et je pense que la surprotection doit être utilisée. Les moyens de ventilation mécanique surprotective pourraient comprendre un volume courant de 3 à 5 millilitres par kilo selon le poids cible. On peut peut-être utiliser la relaxation, mais je n'en suis pas complètement convaincu. Peut-être que nous pourrions avoir le même effet en utilisant une sédation profonde dans les cas de SDRA aigu pendant les premières 48 heures. Et je pense que la ventilation ultraprotective pourrait être mise en œuvre en utilisant une hypercapnie permissive avec des valeurs pH supérieures à 7,2 ou en association avec une extraction en faible flux extracorporel de CO2. Je vous remercie. Thank you very much, Rolf, for this very... Merci beaucoup, Rolf, pour cette présentation à la fois